Bonjour à tous. Alors nous étions arrêtés l'autre jour à la détermination de la somme de deux signaux résultant, détermination de l'amplitude de la somme des deux signaux, sachant que le premier signal, on pouvait l'écrire, on a choisi de l'écrire de la forme A1 cos oméga t plus phi 1, et le deuxième A2 cos oméga t plus phi 2. Donc voilà les expressions des signaux que nous souhaitons sommer. Avec la méthode de Fresnel, on s'est aperçu qu'on pouvait déterminer l'amplitude à tout instant de façon graphique très simplement. Et maintenant, je voudrais vous montrer qu'en fait, ce qu'on obtient de façon graphique, eh bien, on peut très bien l'obtenir de façon calculatoire et prédire à chaque instant l'expression de l'amplitude du signal résultant. Donc S résultant, le signal total, on va l'appeler S de t tout simplement, S étant S1 plus S2. Alors on va commencer par une première remarque avant de démarrer le calcul. Donc on va commencer par remarquer que si on a un signal que l'on peut écrire, si on peut l'appeler Y, je vais l'appeler Y plutôt que S pour montrer que c'est autre chose. Donc si on l'écrit A cos oméga t plus phi, et bien en fait en développant avec l'aide du cos de A plus B, dont l'expression est donc cos A cos B, et cosinus est système moteur, cos A cos B, donc moins sinus A sinus B, eh bien y de t peut se mettre sous la forme A cos oméga t cos phi moins A sinus oméga t sinus phi. Et nous pouvons donc reconnaître en fait le signal y de t. Ici, on va pouvoir écrire que tout se passe comme si c'était, enfin pas tout se passe, mais on peut poser A1 cos oméga t plus A2 sinus oméga t. En fait, c'est la démonstration, la démonstration que je n'ai pas pris le temps de faire les autres fois quand on identifiait les solutions dans le cas d'un oscillateur harmonique, la forme 1 ici, la forme 2 ici, et en fait il suffit de reconnaître le A1, c'est donc égal à A cos oméga t, et le A2, eh bien, moins A sinus oméga t, moins A sinus phi. Je reprends, j'ai dit donc A1 c'est bien A cos phi, ce que j'ai bien entouré, et A2 A moins A sinus phi. Or, on sait bien que cos carré phi plus sinus carré phi égale 1. Donc, on a en fait, j'écris exactement A1 égale A cos phi, A2 égale moins A sinus phi. On peut donc en déduire que, je préfère le faire comme ça, vous voyez exactement, c'est A1 sur A, sinus phi égale donc moins A2 sur A. Je réinjecte ici, et donc j'obtiens en fait A1 sur A au carré plus A2 sur A au carré égale 1. Et j'arrive en fait à l'amplitude A, qui est la racine carrée de A1 carré plus A2 carré. Donc le lien entre les solutions 1 et 2, on l'obtient comme ceci. Donc ça, on va l'utiliser, faire exactement la même chose, mais sur un signal complet, où on va sommer S1 et S2 de t. Bon, maintenant, c'est un petit peu longuet, on va le faire tranquillement, et puis voilà ce qu'on va obtenir. Alors, donc je réécris, il s'agit de A1 cos oméga t plus phi 1 plus A2 cos oméga t plus phi 2. Je rappelle, je vais peut-être réécrire c'est la somme, donc S1 plus S2. Je pars vraiment cette fois pour le calcul, où je somme les deux signaux, et je vais développer le cosinus. Donc on se retrouve avec A1 cos oméga t cos phi 1 moins A1 sinus oméga t sinus
phi1, je mets la ligne en dessous, plus A2 cos oméga t cos phi 2, moins A2 sinus oméga t sinus phi 2. Maintenant, je mets le cosinus oméga t en facteur. Donc, cos oméga t, facteur de A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2. Je mets en couleur, si vous voulez, ici, ici. De la même façon, je mets le sinus en facteur, le sinus oméga t en facteur. Sinus oméga t, facteur, je vais peut-être mettre moins d'ailleurs. Peut-être mieux, justement, moins sinus oméga t, A1 sinus phi 1 plus A2 sinus phi 2. Et là maintenant, comme on l'a montré précédemment, on va pouvoir reconnaître ici, pardon, on va mettre cette couleur-là, on va reconnaître ici qu'il s'agit en fait d'un A cos phi. Et ici qu'il s'agit d'un A pardon, sinus phi. Pourquoi je dis un B, un A sinus phi. Je poursuis. Maintenant, on a donc avec cette notation-là, comme on l'avait montré, or, je précise encore, A carré cos carré phi plus A carré sinus carré phi égale A carré égale également égale S carré égale l'amplitude de S au carré, donc A au carré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est plutôt exprimer S au carré, S de T au carré. Donc avec tout ce qu'on a fait ici, eh bien, j'élève donc A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2 au carré plus A1 sinus phi 1 plus A2 sinus phi 2 au carré. Et donc je vais développer. Alors, développer ça, donc, je vais dire pourquoi, où ont disparu bien sûr. Donc ceci, on veut les élever au carré, ça nous donne bien 1 cos carré oméga t plus sinus carré oméga t, ça nous donne 1. Alors, on va continuer ici. Et donc on obtient S de t au carré. Si je développe, vous avez eu c'est pour ça que c'est vraiment fastidieux. 1 carré cos, alors je vais réécrire, sinon ça va être possible, tant pis. Je vais essayer de tout faire cette fois sur la même ligne. Donc on a dit qu'on avait A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2 au carré plus A1 sinus phi 1 plus A2 sinus phi 2 au carré. Je développe, donc A1 carré cos carré phi 1 plus A2 carré cos carré phi 2 plus 2 A2 cos phi 1 cos phi 2 plus A1 carré sinus carré phi 1 plus A2 carré sinus carré phi 2 plus 2 A1 A2 sinus phi 1 sinus phi 2. Un peu de couleur, on s'aperçoit évidemment que ces deux-ci, inversement, ça nous donne A1 carré. On s'aperçoit qu'en sommant ces deux-ci, ça nous donne A2 carré. Et ceci, on va pouvoir reconnaître en fait, alors je continue, égale donc A1 carré plus A2 carré plus 2 A1 A2 cos phi 1 cos phi 2 plus sinus phi 1 sinus phi 2. Et là, c'est le cosinus encore et raciste aimanteur, donc ça nous donne cosinus de phi 2 en phi 1. Et on obtient A1 carré, enfin, plus A2 carré, plus 2 A1 A2, cosinus du déphasage entre les deux signaux, et 1 moins phi 2. Ce qui nous donne simplement l'amplitude du signal résultant maintenant.
racine carrée de 1 carré plus A2 carré plus 2 A1 A2 cos puis 2 moins phi 1. Et donc ça, c'est pas à peine que je m'entoure, mais ça nous permet d'obtenir à tout instant l'amplitude du signal. Évidemment, ça va être modulé par enfin vous allez avoir cosinus oméga t. Donc ça va dépendre maintenant. Je vais quand même faire une petite remarque. Donc en conclusion, l'amplitude résultante dépend. Résultante, c'est-à-dire l'amplitude. L'amplitude, je rappelle, hein, c'est ceci. C'est ça qu'on a obtenu. Il dépend du déphasage entre les deux signaux, mais à chaque instant, enfin, à différents instants, vous aurez une amplitude mu. L'amplitude résultante S dépend de A1, de A2 et du déphasage entre les signaux. Phi 2 moins phi 1 entre les signaux. Si par contre, si vous avez la même amplitude au départ, on peut le faire, regardez ce qui se passe, c'est quand même souvent le cas. Hop, on marque. Si A1 égale à 2, et bien S de t égale racine carrée de A de 2A carré plus 2A carré cos puis 2 moins phi 1. Et donc là, ça se simplifie en A racine de 2 racine carrée de 1 plus cos puis 2 moins phi 1. Et bon, tout ça pour dire qu'en fait, c'est beaucoup plus long que de simplement, enfin simplement, c'est pas si simple que ça, mais je refais un petit point sur la méthode de Fresnel. Ça consiste à représenter dans le plan complexe le vecteur, j'aurais pu mettre le vecteur S1. Donc c'est le vecteur que vous associez au signal S1 en faisant apparaître, donc la norme du vecteur, c'est la longueur, c'est l'amplitude de, c'est la norme de, pardon, l'amplitude à maximale, alors que le projeté ici orthogonal, donc ici vous avez l'angle oméga t plus phi 1, et le projeté orthogonal, donc ce que je représente en quantité, ça va représenter A1 cos phi 1 plus oméga t. Donc l'amplitude à chaque instant. Si je reprends un autre signal, comme ceci, S2, on obtient de la même façon l'amplitude A2 cos oméga t plus phi 2. Et j'ajoute donc le vecteur, si je rajoute le vecteur S2, eh bien le signal résultant, vous lisez directement l'amplitude à l'instant t, amplitude du signal résultant. Et c'est donc évidemment bien plus simple que de déterminer, alors ça nous donnait juste l'amplitude maximale du signal résultant, sachant qu'on avait donc la dépendance temporelle à ajouter de cosinus. Donc tout ça pour dire que vous devez maîtriser la méthode de Fresnel et que je vous reprenne le poly. Donc ça c'est ce qu'on avait vu l'autre jour. Je vais peut-être justement quand même corriger les deux exemples, les deux cas particuliers où vous avez un déphasage nul lorsque les deux signaux sont en phase. Et bien donc vous représentez, comme ceci. Donc si les deux signaux sont en phase, je représente un comme ceci, S1 par exemple, et un deuxième, alors je vais faire un plus long, S2 en phase, donc c'est-à-dire que leur phase S2 ici est la même, oméga t plus phi, vous avez la même phase à tout instant. Et donc en fait, pour avoir le signal résultant, vous sommez les deux, et hop, vous sommez les deux, là j'ai ajouté ça à S2, et donc vous lisez ici l'amplitude à l'instant t.
Maintenant, oh là, problème. Maintenant, si donc vous faites la même chose, mais cette fois, si les signaux sont en opposition de phase, phi2 moins phi1 égale i, eh bien, vous faites S1 comme ceci, voilà, et S2, S2 comme ceci, et vous sommez les deux vecteurs et vous avez simplement la projection. Donc là, si je le mets ici, jusqu'ici, hop, non, je mets dans ce sens-là, donc là, à ce moment-là, l'amplitude du signal total, elle est simplement ici. Donc, le signal total, voilà, le signal total étant celui-ci. Je vais refaire un petit peu de gomme. Donc, le signal S1, c'était ce ordre. Le signal S1. Voilà, le signal S1, celui-ci. Vous ajoutez, je vais mettre une couleur, vous ajoutez S2. Donc, vous allez juste là avec ça. Et donc, vous avez simplement ceci pour le signal S2. Et donc, le projeter ici. Donc, le projeter orthogonal. Donc voilà ce que vous devez maîtriser. Maintenant, eh bien, nous allons, donc, lorsque les deux amplitudes sont égales, l'amplitude maximale vaut 2S, et lorsque les deux amplitudes sont égales pour S1 et S2, l'amplitude minimale est nulle, on en avait déjà parlé, mais c'est donc à retenir également. Alors, conditions d'interférence constructive et destructive. C'est le schéma. Par exemple, si on a des interférences, si on a des émetteurs d'ultrasons, c'est la même idée que ce qu'on avait vu l'autre jour, enfin le même schéma, vous avez deux émetteurs, E1, E2, comme ceci, et vous avez un récepteur qui se déplace sur l'axe vertical ici. Donc si je le mets, ici par exemple, le récepteur, il peut se déplacer, on va mettre X, c'est ce que je n'ai pas utilisé X déjà, donc c'est bon. Donc là l'émetteur E1 est à la distance, on va appeler R1 du récepteur, l'émetteur E2 est à la distance R2 du récepteur. Et donc maintenant on va pouvoir écrire le signal provenant de l'émetteur 1 et le signal provenant de l'émetteur 2. On imagine, donc là, il a une amplitude S1, le premier, on verra que ce sera plus simple si les deux ont la même amplitude. C'est une onde progressive, et la durée de propagation, on choisit que la phase à l'origine pour les deux émetteurs, ils peuvent être alimentés par le même générateur, on imagine. Donc, si on met ça, alimenté par le même géné, eh bien, vous avez la même phase à l'origine, et par contre, les deux vont être, ça va être le retard à la réception. Du signal S1, tout comme R2 sur C va être le retard à la réception du signal S2. Maintenant, eh bien, d'après la méthode de Fresnel, le déphasage entre ces deux signaux eh bien, va être phi2 moins phi1. Les deux oméga t vont se simplifier et il va vous rester donc oméga R1 moins R2 sur C. Et maintenant, on va avoir des interférences constructives lorsque le déphasage entre les deux signaux va être égal à 0 modulo. Alors, je vais faire une petite pause. Hop, hop, en remplaçant donc l'expression de lambda qui est égale à 2 pi c sur oméga. Alors, pour rappeler d'où ça vient, on a oméga égale k fois c, et k c'est 2 pi sur lambda, donc on a bien lambda qui est égal à 2 pi c sur oméga. Et à ce moment-là, donc le déphasage, phi, on pourrait écrire plutôt delta phi pour faire la différence, ce serait plus judicieux. Donc phi2 moins phi1, à ce moment-là, devient égal à simplement R1 moins R2, en remplaçant oméga par 2 pi c sur lambda,
eh bien, à oméga, R1 moins R2, 2pi sur lambda. On vérifie bien l'homogénéité. Un déphasage sans dimension. Vous avez une longueur pour R1, R2, une longueur pour lambda, la longueur d'onde. Et maintenant, on va essayer de voir à quelles conditions est-ce que vous allez avoir des interférences constructives ou destructives. On va avoir un maximum dans le signal résultant, on l'a vu avec la méthode de Fresnel, à condition que le déphasage entre les deux signaux soit égal à 0 modulo 2pi. Ça veut donc dire que R1 moins R2 sur lambda est égal à 1 entier. Et donc, dire que soit pi égale 0 modulo 2pi, alors peut-être je vais écrire delta phi pour que le déphasage, delta phi, ou bien dire que lambda, que la différence de marche, donc delta, on va écrire la différence de marche, ça s'appelle, vous aurez peut-être entendu parler en terminale, la différence de marche, la différence de longueur de chemin parcouru, R1 moins R2, est égale à un nombre entier de longueurs d'onde. Et on peut également raisonner, donc on peut raisonner sur la différence de marche, sur le déphasage, mais on peut également raisonner. Là. Alors, on va déjà finir ça, après je continuerai pour ça. Évidemment, si vous avez des interférences destructives, c'est que vous avez un nombre, vous êtes avec delta phi égale 2n moins 1, eh bien, pi sur 2, pardon, hop là, bafouillage, autant pour moi, un nombre entier, voilà, pi, sinon un nombre entier, pardon, vous avez pi, moins pi, 3pi, etc., mais pas un nombre entier un nombre pair de 2pi. J'ai mal dit, mais voilà, ça va être plus simple de le dire comme ça. Et donc à ce moment-là, vous avez un nombre demi-entier de longueur d'onde. Hop. Alors, donc ça c'est à retenir énormément. Donc que vous disiez delta phi égale ça, ou la même chose veut dire que lambda, la différence de marche, parler de différence de marche, la différence de marche est égale à 2n-1 lambda sur 2. Alors donc là, à lambda sur 2 tout simplement. C'est peut-être plus simple. Hop, voilà. Je le laisser comme ça. C'était très bien écrit, j'ai pas besoin de rajouter une autre formulation. Donc soit vous avez ceci, soit vous avez ceci, pour dire la même chose. Et pour terminer ce chapitre, eh bien, un petit exemple. Alors, vous voyez qu'en fait, on peut avoir, non pas pour terminer ce chapitre, c'est autre phénomène donc, qui est lié à la propagation des ondes, c'est évidemment la diffraction d'une onde. Vous en avez déjà entendu parler lorsque, vous savez, lorsque les dimensions d'un obstacle, donc là l'obstacle en l'occurrence c'est le canal de Gibraltar, le détroit de Gibraltar, eh bien le détroit de Gibraltar est à peu près du même ordre de grandeur, en longueur, que les ondes océaniques qui se propagent. Et en fait on observe, donc au lieu d'avoir une propagation non perturbée, on observe eh bien, le phénomène de diffraction justement. Si on observe après à l'échelle lambda de l'ordre de 1 km et la distance entre l'Espagne et l'Afrique, vous êtes à peu près ici de l'ordre de 40-35 km. Et en fait, vous savez que ce phénomène de diffraction se produit lorsque les dimensions caractéristiques des obstacles, alors ça peut être un trou ou au contraire un obstacle, un cache, sont du même ordre de grandeur. Donc là, vous avez un rapport d'1 sur 40, enfin de 40 à peu près, et le phénomène se produit. Donc ce sont des très grandes, des phénomènes qui se produisent à très petite échelle, mais également à très grande échelle. Donc
c'est assez joli quand même. Et on va pouvoir réécrire ce que vous devez déjà maîtriser, c'est-à-dire le lien entre l'angle de la tâche, de l'ouverture du faisceau, alors que ce soit des ondes lumineuses, des ondes acoustiques, des ondes en mer, etc., va être lié à la taille de l'obstacle et à la longueur d'onde par le lien entre donc, le sinus. Alors, comment savoir, donc vous savez, évidemment, il faut savoir que le sinus, c'est en dimension déjà. Après, comment savoir si le lambda se trouve au dénominateur ou au numérateur? Eh bien, vous savez que plus vous réduisez la taille de la fente, et plus eh bien, le faisceau va s'élargir. Donc, si on fait un petit schéma quand même, pour bien positionner les grandeurs. Donc, vous avez une onde qui arrive sur un obstacle. Alors, hop, on va se mettre ici plutôt. Voilà. Vous avez une onde qui arrive sur un obstacle, comme ceci. Voilà. Donc, la taille caractéristique, ici, vous avez un R. Et vous allez avoir une onde qui va s'ouvrir de cette façon-là, avec un angle ici, donc θ. Et c'est pour ça que vous avez donc sinus θ égale lambda sur R. Comment est-ce que vous allez pouvoir expérimentalement revenir à la taille de l'obstacle, par exemple au petit r, en mesurant, on va pouvoir avoir accès à θ grâce souvent, vous vous rappelez, on fera même un TP cette année si c'est possible, si vous mesurez ici la taille de la figure de diffraction, de la tâche centrale, si vous avez L ici, on va mettre ici un petit D, et donc avec la tangente, vous pouvez avoir tangente θ égale L sur 2D. On peut déterminer, grâce à une figure de diffraction, la largeur de la tâche centrale ici, située à une distance D de l'obstacle, grâce à tangente θ, vous avez L sur 2D, et vous pouvez comme ça revenir donc à la taille de l'obstacle. Alors maintenant, petit exercice d'application. Alors ça se démontre, le sinus θ égale 1,22 lambda sur D se démontre dans le cas d'un obstacle de géométrie circulaire, que ce soit un trou ou un obstacle circulaire. Eh bien, le lien entre l'angle, la longueur d'onde et le diamètre des obstacles, donc là en l'occurrence c'est de la poudre de lycopode, eh bien, est défini comme ceci. Donc, on ne vous demande absolument pas de savoir d'où ça vient, on vous rappellera ça si vous en avez besoin. Maintenant, donc, on considère un faisceau de longueur d'onde 532 nanomètres. Donc, quelle est la couleur du faisceau laser? Bon, après vous vous posez, vous savez que c'est vert. Et ensuite, on vous demande de déterminer le diamètre moyen d'un grain de lycopode. Alors, sachant que vous avez donc sinus θ. Alors, j'aurais pu remontrer en couleur. Donc, vous avez voilà la figure de diffraction. Lorsque vous avez de la poudre de lycopode, donc là c'est ça les grains de poudre de lycopode, observés au microscope électronique, et lorsque vous les placez sur une plaque de verre et que vous passez du laser vert à travers, voilà ce que vous observez. La largeur de la table centrale, c'est ceci, 1,66 cm. Et donc, maintenant, connaissant ça, on va pouvoir revenir au diamètre D, le diamètre de la poudre, des lycopodes, sachant que vous avez sinus θ, donc égal 1,22 lambda sur D. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on observe à une distance petit d égale, donc vous avez tangente θ, dans une distance petit d égale 50 cm, et vous observez on l'appelle comment? Il n'y a pas de nom. L. Bon, on va appeler L de toute façon. L donc sur 2D pour coller aux notations de tout à l'heure. Muni de ces deux expressions, on isole D.
et on obtient donc D par le calcul, alors 39 micromètres, à comparer aux 35 micromètres obtenus au microscope électronique. Donc en fait, que vous ayez la mesure directe avec le microscope électronique ou la mesure par figure de diffraction, on arrive à des résultats extrêmement proches et extrêmement précis. Et bien, c'est ainsi que se termine ce chapitre. Pour travailler les exercices, donc c'est ce qu'on avait dit en classe, vous travaillez principalement, vous avez plusieurs types d'exercices, évidemment, des exercices aussi de diffraction, vous pourrez être interrogé dessus, évidemment, mais au niveau des interférences et des ondes stationnaires, vous allez avoir principalement des exercices sur les instruments de musique, donc de type corde de Mende, ou alors des instruments de musique de type flûte. Autrement, vous pourrez avoir également des dispositifs lumineux de type Fan Jung, et donc c'est pour ça qu'il faudra que vous traitiez, donc on traitera tout ça, on va corriger évidemment tous ces exercices en classe, tous les exercices de la feuille de TD, donc je vous conseille de commencer par le numéro 1, le numéro 2, le 4 vous pouvez le laisser, le 3, est-ce que je vais laisser passer le 3, hop. Le 1, le 2, ils sont assez faciles. Le 3, oui, effectivement, pardon. Le 4, vous le laissez traîner, tomber. Et le 5, par contre, c'est un exercice très classique que vous referez évidemment en deuxième année. Donc voilà pour le programme des chapitres des exercices sur le chapitre 7. Et par contre, eh bien, donc vous aurez les corrigés je vous dirai quel jour, en fait, quel exercice travailler pour corriger vendredi sur Discord. Je vous mettrai sur cahier de prépa. Voilà, donc bon courage pour traiter déjà dans un premier temps les exercices du TD6 et ensuite ceux du TD7. Voilà, si vous n'avez pas fait les exercices du TD6. Bon courage.